À l'écoute de Radio Mali, il est 13h à Bamako, la même heure partout dans le pays. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette édition, le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, à la rencontre des Maliens vivant à Washington pour leur donner la bonne information sur le pays et la vision des autorités de la transition. En retour, les Maliens de la capitale fédérale américaine soutiennent les actes de la transition. Notre envoyé spécial à Washington, Mohamed Diarra, nous fera le point. Comment trouver des solutions aux difficultés de la mise en œuvre du régime d'assistance médicale RAMED? La question est sur la table de l'Agence nationale d'assistance médicale ANAM à Chata-Koulibaly. Nous en parlons. Qui ne cherche pas à avoir sa part, autrement dit le Djeninkanimi? Eh bien, difficile de répondre à cette question. Pourtant, dans son dossier de ce lundi, Brahma Traoré nous parle du Djeninkanimi qui impacte l'économie du pays. Hors du Mali, en Guinée, l'ancien président de la transition, Moussa Dadis Camara, est de retour pour répondre au procès qui doit se dérouler à partir de mercredi, après des années d'exil au Burkina Faso. Pendant ce temps, au Sénégal, non élu à la tête de l'Assemblée nationale, l'ancienne première ministre Aminata Touré claque la porte du groupe parlementaire coalition amenée par le président Macky Sall. Et puis en sport, Fotigi Tunkara sera là pour nous parler de toute l'actualité sportive avec en filigrane le match amical Mali-Zambie de ce soir au stade du 26 mars. Voilà pour le sommaire dans un instant les détails. Lundi 26 septembre 2022, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de la mi-journée. En marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, a rencontré les Maliens vivants à Washington. Une occasion pour parler de la situation actuelle du pays et des problèmes auxquels nos compatriotes sont confrontés. Cette rencontre a été aussi une occasion pour nos compatriotes vivant dans la capitale fédérale américaine de réaffirmer tout leur soutien aux autorités de la transition. Depuis Washington, le récit de nos envoyés spéciaux, Mohamed Diarra et Aliou Touré. C'est une tradition bien établie et le Premier ministre par intérim n'a pas dérogé à la règle. Après New York où il a participé à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le colonel Abdoulaye Maïga se rend à Washington, première escale, l'ambassade du Mali pour encourager le personnel pour le travail abattu. Abdraman Touré, président de l'association des Maliens de Washington. La diaspora malienne est une pièce maîtresse indispensable dans le bon déroulement et la gestion de la stabilité politique et économique du Mali. Nous voulons un quota beaucoup plus élevé au niveau de la représentation à l'Assemblée nationale dans les réformes. L'année passée, la diaspora malienne a envoyé plus de 1000 milliards de francs CFA au pays, ce qui dépasse l'aide au développement. Donc cette diaspora n'est plus à négliger. Mais malheureusement, 80% de cette somme d'argent a été investie dans le secteur informel. Le chef du gouvernement a salué l'entente entre ses compatriotes qui constitue un maillon important dans la réussite de la transition. Colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim. Je vais reprendre une expression du président de la transition, expression suivant laquelle la population constitue notre centre de gravité. Durant cette transition, les autorités que nous sommes, nous tirons notre force et notre puissance justement grâce à la mobilisation et au soutien populaire. Et tout ce que nous faisons, c'est d'abord au nom et avant tout dans l'intérêt de la population. Nous ne faisons pas de différence entre la population malienne à l'intérieur et la diaspora. Je crois que la diaspora, en plus, a un avantage que les Maliens de l'intérieur n'ont pas, que vous représentez tous des ambassadeurs du Mali. Étant notre centre de gravité, il est très important que cette diaspora reste unie, tout comme les Maliens de l'intérieur également doivent rester unis et se donner la main. Les défis auxquels nous faisons face sont des défis compliqués mais pas insurmontables. En tout cas, tous les jours, grâce au leadership et à la détermination du président avant tout, nous faisons tout pour sortir notre pays de cette situation. En reconnaissant des efforts des autorités de la transition, les Maliens vivant à Washington ont remis des certificats au Premier ministre par intérim et au ministre des Affaires étrangères. Diola Barayogo, professeur d'université à Washington, D.C. Pour moi, la réussite de cette transition est la dernière chance du Mali.
un point, un trait. Pour cette raison donc, nous devons tout faire, non seulement que la transition fonctionne bien et que l'on ait les résultats escomptés, mais aussi qu'après la transition, rien ne puisse ramener le Mali au débâcle que nous avons connu pendant quelques 30 ans et qui a abouti à la situation que nous connaissons. Une célébration en communion pour réaffirmer une fois de plus la souveraineté du Mali. Washington, Mohamed Diarra et Alou Touré pour l'ORTM. Ici, à Bamako, un atelier s'est ouvert sur l'avant-projet du rapport d'évaluation du régime d'assistance médicale RAMED. Après un rapport de 64 pages pour permettre de trouver des solutions appropriées aux difficultés dans la mise en œuvre du RAMED. L'initiative est de l'Agence nationale d'assistance médicale ANAM. Le compte-rendu est signé Anchata Koulibaly. Le régime d'assistance médicale RAMED fait face à de nombreux défis dans sa mise en œuvre. C'est pour trouver des solutions idoines à ces difficultés qu'un rapport de 64 pages a été produit et soumis à l'appréciation des acteurs de la santé et de protection sociale. Ahmed Ben Aman Traoré, directeur général de l'Agence nationale d'assistance médicale. Il s'agit de faire un point, un break, pour savoir exactement où est-ce que nous en sommes. Donc c'est cette étude qui permet aujourd'hui de confirmer ce que nous attendons un peu par rapport à l'évolution du régime. Donc, pour pouvoir prendre des nouveaux bénéficiaires, à un moment donné, il faut regarder dans le rétroviseur pour s'assurer exactement est-ce que le chemin parcouru, on peut toujours continuer ou bien il faut une rectification de notre trajectoire. Dr José Kouvoula, représentant de l'OMS. Les résultats de l'évaluation du RAMED soumis à notre réflexion offrent d'une part l'opportunité d'apprécier l'effort de l'État dans sa quête d'assurer l'équité en matière de soins de santé, puis d'autre part la perspective de baliser des pistes pour une soutenabilité du régime d'assistance. L'Organisation mondiale de la santé et tous les partenaires techniques financiers, très attentifs à l'amélioration de l'extension de la couverture des risques de maladie, ne ménageront aucun effort pour soutenir le Mali. Le RAMED est un dispositif de protection sociale. Il s'inscrit en priorité la prise en charge médicale des personnes en situation de précarité. De 2011 à nos jours, l'ANAM, au compte du RAMED, a immatriculé plus de 2 millions de bénéficiaires. Moussa Diawara, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social. Ces efforts et résultats ne doivent occulter les nombreux défis qui joncent la mise en œuvre du RAMED, notamment son financement et son montage institutionnel. Ainsi, après une dizaine d'années de mise en œuvre du régime d'assistance médicale, il est apparu nécessaire de réaliser une étude pour évaluer le régime, sous la conduite bien sûr de l'Agence nationale d'assistance médicale, avec l'appui financier de l'Organisation mondiale de la santé. Les différentes recommandations formulées à l'issue de ces travaux vont permettre une meilleure prise en compte des cibles du régime d'assistance médicale, notamment la prise en charge médicale des indigents et les blessés de guerre. Yes, INC Mali a tenu ce week-end la 4e édition de sa traditionnelle foire. Il s'agit d'une exposition de produits agroalimentaires des femmes qui ont bénéficié d'un financement. Cette année, c'est la 25e et 26e cohorte de ce programme de financement de Yes INC Mali qui s'est prêté à l'exercice. Bemba Sibi. Exposition de produits agricoles transformés, fruit du travail de femmes entrepreneurs qui constituent la 25e et 26e cohorte incubée par Yes INC Mali. Kalilou Dama, coordinateur de Yes INC Mali. Les acteurs économiques que sont les entrepreneurs se doivent de s'outiller davantage et sans relâche pour fortifier leur engagement pour le développement économique social, d'où Bitigini édition 4. Comme Bitigini Tobli Chef, un concours de cuisine dont la lauréate a reçu 1 million de francs CFA, Bébé Billionnaire ou encore Agri Challenge Bitigini. En 2023, l'organisation entend élargir son champ d'action. Kalilou Dama, coordinateur de Yes INC Mali. Des activités majeures prévues dès janvier 2023. Il s'agit notamment du lancement du fonds d'intelligence agricole Bitigini et du Master Challenge 1 kg de riz à 100 francs CFA avant 2030. Benjamin Kruger, attaché économique de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Il s'agit d'une belle initiative que nous encourageons au moins pour 3 raisons.
la réduction de la pauvreté, la réduction du chômage des jeunes et la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Et l'entrepreneuriat juvénile, car la proportion des jeunes et femmes est très grande au Mali. La cérémonie a été agrémentée par la remise du prix Bitigni Challenge Million qui récompense les femmes qui ont pu économiser 1 million de francs CFA au cours des 3 derniers mois. 13h10, actualité hors du Mali. Première escale, la Guinée-Conakry, où après plusieurs années d'exil au Burkina Faso, l'ancien président de la transition guinéenne, Moussa Dadis Camara, est arrivé hier à Conakry pour le procès du 28 septembre. Il est accusé pour le massacre au stade de Conakry de plusieurs personnes. Ce procès doit débuter mercredi. À New York, en marge de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, le président de la transition du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a rencontré hier le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, au milieu des échanges le renforcement de la coopération militaire dans la lutte contre le terrorisme. Au Sénégal, l'ancienne première ministre Aminata Touré a annoncé hier son départ du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar de la coalition présidentielle. Lors d'une conférence de presse, elle a annoncé vouloir rester toujours députée pour défendre les intérêts du peuple sénégalais. Toujours selon elle, la question du possible troisième mandat du chef de l'État actuel Macky Sall en 2024 est également une des raisons de son départ. Tête de liste lors des législatives en juillet dernier, la députée avait été écartée du poste de présidente de l'Assemblée nationale à la faveur d'Amadou Mame Diop, pour elle en raison de liens familiaux. Et puis, les Italiens ont voté hier pour les législatives. La coalition formée du parti Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni et la Ligue d'extrême droite de Matteo Salvini et Forza Italia de l'ancien Premier ministre et ancien président du Milan AC Silvio Berlusconi ont récolté 47% des suffrages. Giorgia Meloni, à la tête de Fratelli d'Italia, sera probablement le prochain chef du gouvernement italien. Elle a déjà promis de gouverner pour tous les Italiens. Retour au pays pour parler de notre dossier de tous les lundis. Vous l'avez certainement entendu ou pratiqué, le Djeninkanyemi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est la soif d'arriver coûte que coûte à obtenir sa part. L'expression fait désormais partie du quotidien de beaucoup de nos compatriotes dans la recherche du gain. Pourtant, le Djeninkanyemi n'est pas légal et impacte négativement les relations en société et l'économie du pays. Le grand format de ce lundi, en rediffusion, s'intéresse à ce phénomène intitulé « Quand le Djeninkanyemi devient la règle », il est signé Brahma Traoré et Mfali Sidibe. Comme l'affirme l'artiste, le fainéant n'a plus sa place dans une société où seul le travail permet de se faire respecter et d'être considéré. De quoi rendre certains plus intelligents, surtout imaginatifs. Ce n'est donc pas rare de l'entendre dans notre société. Le Djeninkanyemi, une expression made in Mali, très utilisée dans la recherche du pain quotidien. Le Djeninkanyemi fait référence à la soif d'obtenir sa part contre vents et marées, comme nous l'explique le sociologue Brema Elidiko. Djeninkanyemi, c'est une expression locale au Mali qui désigne, de mon point de vue, l'appât du gain facile et rapide. D'aucuns peuvent traduire ça aussi par la cupidité ou par l'avidité. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir sa part, coûte que coûte, vaille que vaille, mais dans l'urgence, quoi. Difficile de retracer l'histoire ou d'expliquer l'origine de l'expression Djeninkanyemi. L'évidence, c'est qu'elle touche tous les secteurs d'activité du pays, administration, commerce, transport, que sais-je encore. Le sociologue Brema Elidiko s'appuie sur des exemples concrets pour nous édifier. Ce concept est né dans un contexte urbain. Parce que vous savez, la ville est un endroit où il y a énormément de dépenses, beaucoup de sollicitations. Les charges sont importantes et le salaire ne suffit pas. Et d'ailleurs, dans un contexte urbain, beaucoup de personnes ne travaillent pas. Si vous prenez par exemple le cas de Bamako, c'est une sorte de gros village où différents groupes ethniques se sont retrouvés à un moment donné. Et il y a le maraîchage en ville, certains sont dans l'embauche bovine, certains sont dans le petit commerce informel. Et comme disait la Banque mondiale, 66% des Maliens vivent des secteurs informels. Donc peut-être sur 100 Maliens, 2 ou 3 sont fonctionnaires. Que vous preniez le secteur privé ou que vous preniez le secteur public, vous trouvez que les ressources sont insuffisantes, c'est que les gens gagnent. C'est ce qui conduit les gens à développer des stratégies
qui sont qualifiés souvent de raccourcis. Et donc finalement, l'expression a fait son chemin et est devenue assez banale, comme la pratique elle-même de Djenikanyimi. Le Djenikanyimi découle d'une situation largement partagée par le monde du travail, celle de chercher coûte que coûte à joindre les deux bouts. Et dans cette course du gain, l'illégal devient souvent la règle, à l'image des manifestations du phénomène. Ça se manifeste de différentes manières. Il y a des individus qui font un travail quelconque. Par exemple, je prends l'exemple d'un fonctionnaire qui, à la fin du mois, est un cadre A ou B ou C, donc a un salaire qui est connu, qui est versé à un temps T, mais qui ne permet pas de faire face aux charges. Et donc, il peut soit revendre quelques produits de son bureau, ça peut être des objets usagés, ça peut être même des objets volés ou détournés, ou ramenés à la maison. Donc ça, c'est pour le secteur public. Mais pour le secteur privé, celui qui est dans les petits commerces, par exemple d'hydrocarbures, peut travailler avec les transporteurs qui viennent avec des citernes, qui viennent des pays voisins. Et souvent, la nuit, on a comme ça 20 litres, 40 litres, 50 litres qui sont enlevés et donc qui sont revendus à des petits détaillants qui aussi vont revendre à d'autres. C'est pour dire que c'est tous les secteurs, éducation, santé, culture, mais aussi à toutes les échelles. Le Djenikanyimi est devenu ainsi une pratique à laquelle beaucoup de nos compatriotes sont habitués. Minamba Koulibaly est chauffeur de Sotrama. Adossé à son véhicule, une question taraude de ses esprits. Comment payer sa tontine mensuelle? Le Djenikanyimi reste donc pour lui la seule alternative. J'ai fait le Djenikanyimi. Je suis membre d'une tontine que je paye 5 000 francs par mois. Si je n'ai pas cet argent, je ne peux pas être tranquille. Comme Minamba Koulibaly, Mamadou Diallo, chauffeur de Sotrama aussi, ne manque pas d'arguments pour expliquer son recours à cette pratique. Pour lui, quand les dépenses dépassent le salaire, le Djenikanyimi devient la seule porte de sortie. Dans ce travail, on est obligé de faire le Djenikanyimi parce que le salaire ne suffit pas. Il faut payer le loyer, subvenir aux besoins de la famille avec 30 000 francs CFA de salaire. Sur 100 chauffeurs, 2 seulement sont payés soit 40 000 ou 50 000 francs CFA par mois. Il faut donc nécessairement le Djenikanyimi. Perçu comme un raccourci, le Djenikanyimi est illégal? Certainement pas, selon le sociologue Brema Elidiko. Pour l'universitaire, le moyen utilisé pour y arriver n'est pas toujours conforme aux textes et lois du pays. Et justement, c'est une activité illicite parce que Djenikanyimi suppose que je vais avoir ma part. Vous allez avoir votre part, vous négociez, vous êtes dans une sorte de stratégie de négociation pour avoir une partie des recettes. Donc il y a une contrepartie qu'on veut avoir sans passer par les moyens légaux. Si le Djenikanyimi est une pratique illégale, son impact sur la société et l'économie nationale n'est pas à négliger, avec comme première conséquence la relégation au second plan de l'intérêt collectif. Il y a des impacts négatifs parce que finalement, ça développe de la corruption et ça pousse de paisibles citoyens à rentrer dans cette stratégie de corruption de l'autre. Donc ça pervertit nos comportements et finalement, c'est un manque à gagner pour l'État. Et du point de vue de nos descendants, on va léguer des pratiques malsaines. Et donc, ça n'encourage pas les gens au travail parce qu'à travers justement ce Djenikanyimi, on peut s'enrichir vite. Le travail ne devient pas finalement une valeur. C'est les raccourcis pour s'enrichir, pour gagner sa part, la cupidité qui deviennent la norme. Et ça, dans une société, c'est quelque chose à combattre. Le combat contre le Djenikanyimi sera difficilement gagné dans un pays où le gain facile est devenu presque la règle. À 13h18, il est confortablement installé pour la page sportive de ce journal. Il s'agit de Foutiki Tunkara. Foutiki, bonjour. Bonjour Ousmane, bonjour à tous. Très heureux de vous accueillir. C'est pareil également. On commence par le football, match amical international. Le Mali joue ce soir contre la Zambie, on peut dire comme ça, la manche retour au stade du 26 mars. Absolument, coup d'envoi du match 19h, temps universel ce soir au stade du 26 mars de Irimadio.
Ce rendez-vous de ce soir en guise de match retour est le second acte d'une double confrontation en amical international entre le Mali et la Zambie. Au premier match vendredi, les Aigles du Mali se sont imposés par le minimum d'un but à 0, but inscrit en première mi-temps par Elblal Touré, servi par Kamouri Doumbia, passeur décisif. La rencontre de ce soir se présente alors comme un match de confirmation pour les Aigles qui vont devoir hausser leur niveau de jeu avec un peu plus d'automatisme, de percussion et de mordant offensif face à une équipe homogène de Chipolopolo qui a montré des qualités. En tout cas, l'ambiance est bonne enfant au sein des Aigles du Mali. C'est ce que nous confie le sélectionneur national Eric Chegouchel. Il est au micro de Salfou Diakité. On a voulu jouer pour la Gambie parce que une équipe qui se rapproche de la Gambie et c'est pour bien préparer notre match du mois de mars. Voilà, je voulais quand même souligner et remercier la fédération et les autorités d'avoir pu et d'avoir su organiser ces deux à la maison au Mali. Pour moi, c'est très très important, voilà, qu'on puisse se retrouver ici dans notre pays, qu'on puisse jouer des matchs de haut niveau, parce que le dernier match c'était un match de haut niveau, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de jeu, même si le terrain était difficile, mais on a pu voir deux belles équipes. Voilà. Moi aujourd'hui dans le groupe tout se passe très bien. Voilà. Comme vous avez pu le voir là aujourd'hui, ça rigole, ça travaille. Voilà, donc on prépare bien ce match. Voilà, les Aigles du Mali qui se préparent sereinement pour cette confrontation en amicale internationale. Ousmane Daw, je précise que ce match sera donc diffusé en direct et en intégralité sur les antennes télé et radio de l'ORTM. Justement, à raison de cette retransmission en direct, le journal de 19h30 de la radio, ce sera à la fin du match justement, et pas de 22h30. On continue avec toujours le football. À l'instar de ce Mali-Zambie, plusieurs autres rencontres amicales internationales doivent se disputer. Oui, plusieurs sélections nationales profitent donc de cette fenêtre FIFA pour livrer des matchs amicaux internationaux de préparation. C'est le cas notamment de l'Éthiopie et du Soudan qui s'affrontent en ce moment même. Hier, le Niger et le Libéria ont fait match nul 0-0. La Guinée-Bissau a tenu en échec la Martinique un but partout. Le Mexique a gagné 1-0 contre le Pérou. L'Australie a battu la Nouvelle-Zélande 2-0. La Colombie a dominé le Guatemala 4-1. Handball, à présent, la Coupe du Mali commence aujourd'hui ici à Bamako au stade Mamadou Konaté. Oui, cette année, ce sont donc les six équipes les mieux classées à l'issue donc du championnat national qui sont qualifiées pour cette édition 2022 de la Coupe du Mali de handball. La compétition se jouera en dames et en messieurs et les différentes équipes sont donc réparties en deux groupes. Déjà ce matin en dames, le centre omnisport de Missabogo a disposé de l'ISFAS 36-27. Chez les hommes, le même COM a dominé Mamaïra Asedekati 30-25. Dans l'après-midi, cet après-midi donc en dames, le centre omnisport de la Fiabougou en découdra avec l'AS Police. Chez les hommes, l'ISFAS croisera le fer avec le centre omnisport de la Fiabougou. À l'issue donc des matchs de poule, les deux premières équipes se qualifieront pour les demi-finales. Les finales se joueront donc le 1er octobre prochain dans la salle Abdallah Edra du stade du 26 mars. On termine avec la balle au panier, Coupe du Monde Senior de basket justement. Australie 2022, les Aigles dames du Mali ont perdu ce matin contre la Serbie. Oui, victoire de la Serbie 81-68 face à une sélection malienne qui enregistre ainsi son 4e revers d'affilée dans ce tournoi. Véritable souffre-douleur donc dans ce groupe B. La Coupe du Monde Senior de basketball féminin Australie 2022, les Aigles dames ne font pas mieux que la figuration. Autre résultat ce matin, la Belgique a battu la Bosnie-Herzégovine 85-55. La Corée du Sud a perdu contre les États-Unis 69-145. La France a gagné contre le Japon 67-53. La Chine a dominé le Costa Rica 95-60. Le Canada s'est incliné devant l'Australie 72-75. Je rappelle que le Mali effectue sa 5e et dernière sortie de poule demain mardi à 6h du matin et ce sera contre le Canada. Outre ce Mali-Canada, cette ultime journée des groupes propose Porto Rico, Corée du Sud à 1h30, Chine, Belgique à 3h30, États-Unis, Bosnie-Herzégovine à 4h, Serbie, France à 7h30 et Australie-Japon à 10h30. Merci Fotigi Tunkara pour ce tour d'horizon de l'actualité sportive dans ce journal de 13h. Le prochain, Fotigi l'a dit tout à l'heure, ce sera après la retransmission en direct de ce match amical qui oppose le Mali et la Zambie à 19h au stade du 26 mars. Votre journal, la 3e édition de ce lundi, vous sera présenté
par Koumba Sissé après cette retransmission de cette rencontre et il n'y aura pas de 22h30, 13h25 à Dramani Région de Caille. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Dao, mise en onde Bintou Traoré, réalisation dossier Baba Diarab. Et moi, j'ai eu tout le plaisir de vous présenter. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir. Bon après-midi à toutes et à tous.